Avez-vous déjà entendu parler d'un millionnaire japonais qui a caché un sombre secret pendant des décennies? Un homme qui a utilisé sa fortune et son influence pour commettre des crimes horribles sans se faire prendre, jusqu'à ce qu'une erreur mette tout en péril. Ce qui semblait être une simple disparition a révélé une toile d'horreur, d'obsession et d'impunité qui a choqué le Japon et le monde. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'affaire de Joji Obara, un prédateur implacable avec un nombre de victimes qui pourrait dépasser 400. Mais comment a-t-il pu agir pendant si longtemps sans être découvert? Et comment a-t-il finalement été traduit en justice? Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire est pleine de rebondissements effrayants. Au fait, êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Sinon, profitez-en maintenant pour vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucun cas choquant comme celui-ci. Né le 10 août 1952 sous le nom de Kim Sung-jong, Joji Obara est venu au monde pendant une période de transformation sociale et économique intense dans le Japon d'après-guerre. Fils de parents immigrés coréens qui cherchaient une vie meilleure au pays du soleil levant, le début de sa vie contrastait dramatiquement avec le sombre destin qu'il apporterait à ses futures victimes. Alors que de nombreuses familles japonaises et immigrées luttaient pour reconstruire leur vie après la dévastation de la Seconde Guerre mondiale, la famille d'Obara connaissait une ascension météorique sur l'échelle socio-économique. Son père, qui travaillait initialement comme simple ramasseur de ferraille dans les rues d'Osaka, a fait preuve d'un talent remarquable pour les affaires et d'une ambition féroce. En quelques années, le patriarche de la famille a transformé ses modestes débuts en un empire diversifié d'entreprises. Ses affaires comprenaient plusieurs propriétés immobilières de grande valeur à Osaka et Tokyo, une flotte d'entreprises de taxis opérant dans les principales zones métropolitaines, et de nombreuses salles de pachinko, établissements avec des machines de flipper verticales, extrêmement populaires au Japon et fréquemment associés à d'importants mouvements d'argent. Le manoir où Obara a grandi disposait d'une équipe complète d'employés, un luxe réservé uniquement à l'élite la plus privilégiée de la société japonaise. Tandis que les enfants de son âge fréquentaient des écoles publiques ordinaires, le jeune Kim Sung-jong a été inscrit dans les institutions éducatives privées les plus prestigieuses disponibles. À l'âge de 6 ans, Obara fréquentait déjà une école privée d'élite à Tokyo, où il recevait une attention éducative exclusive. Sa routine quotidienne était rigoureusement structurée pour maximiser son développement intellectuel. 3 tuteurs privés l'attendaient quotidiennement après les cours réguliers. Les samedis, il se consacrait exclusivement à l'étude intensive de la musique. Les dimanches, il recevait des cours supplémentaires dans diverses disciplines académiques. Cette immersion éducative intensive a abouti à un jeune homme parlant couramment plusieurs langues et instruit dans divers domaines de connaissances. À 15 ans, il a atteint une étape importante en entrant à l'école préparatoire de Yokohama, considérée comme la plus élitiste de tout le Japon. Pour faciliter cette transition éducative, son père n'a pas hésité à acquérir un manoir dans la périphérie de Tokyo, spécifiquement pour que son fils puisse résider près de l'institution. Le jeune Obara vivait pratiquement seul dans cette propriété, accompagné uniquement par des employés engagés pour répondre à ses besoins. La vie privilégiée d'Obara a connu un tournant dramatique lorsqu'il n'avait que 17 ans. Son père, alors âgé de 44 ans, est décédé subitement lors d'un voyage à Hong Kong. Les circonstances exactes de cette mort restent entourées de mystères jusqu'à aujourd'hui, alimentant des spéculations sur d'éventuelles connexions avec des organisations criminelles. Des enquêtes ultérieures et des témoignages de personnes proches de la famille suggéraient fortement que l'empire commercial du patriarche entretenait des liens substantiels avec la Yakuza, la mafia japonaise. Ces connexions incluaient potentiellement le blanchiment d'argent par le biais des établissements de pachinko, des opérations immobilières facilitées par l'intimidation et d'autres méthodes illicites, et des affaires de protection impliquant ces entreprises de taxi. Indépendamment des circonstances nébuleuses entourant la mort de son père, la conséquence immédiate pour Obara fut le transfert d'une fortune colossale. Du jour au lendemain, à 17 ans, il est devenu héritier d'un patrimoine estimé à 20 millions de dollars américains, une valeur qui, ajustée à l'inflation selon les normes actuelles, représenterait une somme significativement plus importante. Après avoir hérité de cette vaste fortune, Obara a poursuivi ses études à la prestigieuse université Keio, l'une des institutions éducatives les plus anciennes et respectées du Japon. Là, il s'est consacré à l'étude simultanée de la politique et du droit, construisant une base de connaissances qu'il utiliserait plus tard pour manipuler et échapper au système judiciaire. Pendant cette période universitaire, il a pris une décision qui reflétait son désir de se distancer de ses origines coréennes et de s'intégrer complètement à la société japonaise. Il a entamé le processus pour devenir un citoyen naturalisé du Japon. Dans le cadre de cette transformation identitaire, il a formellement abandonné son nom de naissance, Kim Sung-jong, adoptant initialement le nom de Seo Oshiyama, puis celui de Joji Obara. Ce changement n'était pas simplement bureaucratique,
mais représentait une tentative délibérée d'échapper à toute discrimination potentielle contre les Coréens, encore prévalente dans la société japonaise de l'époque. Avec sa nouvelle identité établie et des ressources financières presque illimitées à sa disposition, Obara a commencé à explorer le monde au-delà des frontières japonaises. Il est devenu couramment anglophone et a passé de longues périodes à vivre aux États-Unis et en Suède. Durant ses séjours à l'étranger, Obara a développé des habitudes problématiques qui alimenteraient plus tard ses crimes. Il est devenu un utilisateur habituel de drogues récréatives, il a développé une obsession particulière pour les femmes occidentales, qui a évolué de la fascination au fétichisme, et il a commencé à fréquenter des environnements nocturnes exclusifs, où son argent lui garantissait l'accès et une apparence de respectabilité. Cette période de voyages internationaux et d'expérimentation a coïncidé avec le début de ses tentatives de modifier son apparence physique. Extrêmement conscient de ses traits faciaux coréens et de sa stature relativement petite, Obara s'est soumis à une chirurgie plastique autour des yeux pour paraître plus japonais, a commencé à porter des chaussures avec des talonnettes intérieures élevées pour compenser sa taille d'1,65 m, et a tenté, sans succès, d'utiliser des hormones de croissance pour augmenter sa stature. Ces transformations physiques, combinées à son changement d'identité légale et à ses ressources financières abondantes, ont créé la persona publique qu'Obara maintiendrait pour le reste de sa vie, une façade soigneusement construite qui cacherait pendant des décennies la réalité troublante de ses activités criminelles. Cette obsession de l'apparence se manifestait également dans son comportement social. Obara permettait rarement qu'on prenne des photographies de lui, il n'existe que 3 images granuleuses connues de lui. En public, il cachait fréquemment ses yeux derrière des lunettes noires, évitant le regard scrutateur des autres. Sa quête d'acceptation et d'admiration reflétait un profond vide intérieur qu'il tentait de combler avec des symboles extérieurs de succès et de pouvoir. Pendant l'explosion économique japonaise des années 80, Obara a profité du moment favorable pour multiplier sa fortune déjà substantielle. Grâce à une spéculation immobilière agressive et des investissements opportuns, il a élargi son patrimoine à environ 45 millions de dollars. Cette période représentait l'apogée du soi-disant « miracle économique japonais », lorsque le pays était en passe de devenir potentiellement la plus grande économie mondiale, surpassant même les États-Unis. L'atmosphère au Japon durant cette époque était souvent comparée à celle dépeinte dans le film « Le loup de Wall Street », fêtes extravagantes, dépenses ostentatoires et excès de toutes sortes étaient courants parmi l'élite financière du pays. Obara s'est complètement immergé dans ce style de vie, fréquentant des clubs exclusifs presque quotidiennement, où il dépensait des sommes exorbitantes en boissons alcoolisées, allant parfois jusqu'à l'absurdité de consommer des cocktails saupoudrés de véritables poudres d'or. Son obsession d'étaler sa richesse se manifestait dans l'impressionnante collection de véhicules de luxe qu'il entretenait, incluant une Maserati, une Ferrari et une Rolls-Royce Silver Cloud, symboles extérieurs du statut qu'il cherchait désespérément à maintenir aux yeux de la haute société. Cependant, derrière cette exposition d'opulence persistait le même homme solitaire de l'enfance, maintenant adulte, résidant seul dans son manoir, sans relations authentiques ou connexions émotionnelles significatives. Son seul compagnon constant était Irene, un berger allemand pour lequel il montrait une profonde affection, allant jusqu'à faire construire une statue grandeur nature de l'animal dans le jardin de sa propriété. Cette relation avec le chien représentait possiblement le seul lien émotionnel sain dans sa vie, un contraste frappant avec ses interactions prédatrices avec les êtres humains. L'effondrement de la bulle économique japonaise au début des années 90 a frappé Obara avec une force dévastatrice. Ce qui semblait auparavant être une croissance économique infinie s'est révélé insoutenable. Les prix de l'immobilier se sont effondrés, et le pays entier est entré dans une récession prolongée. Soudainement, Obara s'est retrouvé endetté et incapable de maintenir le style de vie extravagant qu'il avait construit. Dans un épisode particulièrement révélateur de l'ampleur de ses problèmes financiers, sa mère a dû lui fournir l'équivalent de 33 millions de dollars pour régler une dette, possiblement liée à des organisations criminelles, étant donné l'étendue du montant impliqué. Refusant d'accepter cette nouvelle réalité financière, il s'est tourné vers des activités de plus en plus obscures pour maintenir les apparences. Il a établi des connexions plus profondes avec la Yakuza, offrant ses affaires immobilières comme façade pour des opérations de blanchiment d'argent. Ce partenariat avec le crime organisé, bien qu'il lui procurât un certain soulagement financier, était loin de restaurer son pouvoir économique antérieur. Tandis que son luxueux manoir se détériorait graduellement par manque d'entretien adéquat, ses automobiles de luxe restaient garées avec des pneus crevés, inutilisables mais toujours visibles pour impressionner les visiteurs occasionnels. Obara insistait pour maintenir ces symboles vides d'un statut qu'il ne possédait plus, une métaphore troublante pour l'illusion soigneusement construite qui cachait sa véritable nature. Ce contraste entre apparence et réalité est devenu un thème récurrent dans la vie d'Obara.
Pour le monde extérieur, il se présentait comme un millionnaire sophistiqué et réussi. Pour ses victimes, il se révélait être un prédateur méticuleux. Les tendances criminelles de Joji Obara ont émergé bien avant que ses actes ne deviennent publiquement connus. Encore à la fin de son adolescence, alors qu'extérieurement il semblait être un héritier privilégié fréquentant des universités d'élite, Obara cultivait déjà des pensées profondément troublantes. Ses journaux personnels, découverts des années plus tard par les autorités, révélaient une psyché tourmentée par une haine misogyne et des fantasmes violents. Dans ses cahiers, qu'il a commencé à tenir depuis les années 70, il écrivait des déclarations alarmantes comme « Les femmes ne sont bonnes que pour le sexe, je mentirai sur les femmes, je chercherai vengeance dans le monde ». À mesure qu'il avançait vers ses 20 ans, ses notes sont devenues encore plus inquiétantes. Une phrase particulièrement révélatrice dans ses journaux, « Je ne peux pas rendre les femmes conscientes », démontrait le développement d'un fétichisme spécifique et dangereux, l'attraction sexuelle pour les femmes en état d'inconscience. Cette paraphilie, bien que rare, trouvait sa place dans certains environnements marginaux de Tokyo, où il existait des établissements spécialisés dans lesquels des professionnels du sexe simulaient être endormis ou inconscientes pour des clients avec de telles préférences. Pour Obara, cependant, la simulation n'était pas suffisante. Ces fantasmes exigeaient des victimes réellement incapables de consentir ou de résister. Ainsi, il a développé une méthodologie criminelle méticuleuse qu'il suivrait avec de petites variations pendant presque 3 décennies. La première attaque documentée s'est produite lorsqu'une jeune femme, dont l'identité n'a jamais été révélée publiquement, a accepté une invitation à visiter sa résidence après l'avoir rencontrée dans une boîte de nuit. Le modèle s'est établi là. Obara fréquentait des boîtes de nuit sophistiquées dans des quartiers comme Roppongi et Ginza, districts connus pour la vie nocturne vibrante de Tokyo. Utilisant sa richesse considérable comme appât, il impressionnait les victimes potentielles en achetant des boissons coûteuses, offrant des cadeaux luxueux et exhibant un style de vie apparemment raffiné. Après avoir établi une fausse impression de sécurité et de confiance, il invitait les femmes à continuer la soirée dans sa résidence. Une fois sur son territoire, Obara administrait habilement des substances incapacitantes dans les boissons de ses victimes, initialement des somnifères pharmaceutiques, mais découvrant bientôt l'efficacité du chloroforme pour ses fins criminelles. Lorsque la femme perdait conscience, il l'agressait sexuellement, satisfaisant ses fantasmes troublants sans aucune considération pour les dommages physiques et psychologiques infligés. Le jour suivant, lorsque ses victimes se réveillaient désorientées, confuses et souvent malades à cause des effets secondaires des drogues, Obara fabriquait des explications plausibles. Typiquement, il suggérait qu'elles avaient trop bu ou subi une réaction à l'alcool. La plupart des femmes, bien que soupçonnant que quelque chose de terrible s'était produit, se trouvaient dans une position vulnérable. Beaucoup travaillaient illégalement au Japon avec des visas touristiques, d'autres craignaient la stigmatisation sociale ou ne croyaient simplement pas qu'elles seraient prises au sérieux par les autorités. Cette dernière crainte, malheureusement, s'est avérée fondée. Les quelques femmes qui ont rassemblé le courage de dénoncer Obara à la police ont fait face à l'incrédulité et à l'indifférence, particulièrement lorsqu'elles étaient identifiées comme étrangères ou travailleuses de l'industrie du divertissement pour adultes. Cet échec systémique a permis à Obara de continuer ses crimes en toute impunité, affinant ses techniques et étendant sa portée au fil des ans. Initialement, ses victimes étaient principalement japonaises, des femmes qu'il rencontrait dans sa vie sociale ou dans des établissements nocturnes locaux. Cependant, à mesure que ses voyages internationaux l'exposaient à différentes cultures, Obara a développé une préférence spécifique pour les femmes occidentales, particulièrement celles aux cheveux blonds. Cette fixation reflétait non seulement des préférences esthétiques, mais possiblement aussi un entrelacement complexe de ses sentiments d'inadéquation ethnique, son désir de conquérir l'exotique et une perception déformée que les étrangères pourraient être des victimes plus vulnérables dans le contexte japonais. L'impunité avec laquelle il opérait pendant des années a alimenté une audace croissante. D'agressions opportunistes, il a évolué vers des attaques méticuleusement planifiées. À chaque crime réussi, sa confiance augmentait, ainsi que sa conviction d'être au-dessus de la loi, une mentalité renforcée par chaque plainte classée, chaque enquête abandonnée et chaque victime réduite au silence par la peur ou la honte. Au fil des années et alors que sa confiance grandissait, Joji Obara a transformé ses attaques d'opportunistes en opérations sophistiquées et méticuleusement orchestrées. Insatisfait de simplement perpétrer ses agressions, il a développé un besoin compulsif de les documenter. Cette évolution troublante l'a conduit à convertir l'une des pièces de son appartement en un studio d'enregistrement élaboré, une chambre d'horreur conçue spécifiquement pour ses fins criminelles. Cet espace macabre contenait des équipements professionnels qui reflétaient à la fois son obsession et ses ressources financières, des caméras vidéo de haute qualité montées sur des trépieds stratégiquement positionnés, un éclairage professionnel soigneusement installé pour capturer chaque détail,
des moniteurs dupliqués qui lui permettaient de regarder simultanément de la pornographie conventionnelle et les images en direct de ses propres agressions. L'un des éléments les plus troublants de la configuration était des crochets fixés au plafond, spécifiquement installés pour suspendre les jambes des victimes inconscientes pendant les attaques. Lorsqu'il apparaissait dans les enregistrements, Obara portait fréquemment un masque de style Zorro qui couvrait partiellement son visage, un détail bizarre qui a soulevé des questions parmi les enquêteurs quant à savoir s'il avait l'intention de cacher son identité dans les enregistrements ou si l'accessoire constituait un autre élément de ses fantasmes pervers. Les enregistrements suivaient un modèle constant, des scènes initiales montraient la victime consciente, généralement souriante et bavarde, créant un contraste choquant avec les images suivantes où la même femme apparaissait inconsciente et vulnérable. Parallèlement à l'archive visuelle, Obara tenait des registres écrits détaillés de ses agressions, développant un système de codage presque clinique pour cataloguer ses crimes. Dans des cahiers organisés chronologiquement, il utilisait des abréviations comme « CROFC » signifiant chloroforme, suivi de l'année et d'un numéro séquentiel représentant la victime. Ces entrées ont permis aux enquêteurs d'identifier ultérieurement l'échelle de ces crimes, plus de 400 victimes sur 3 décennies. Avec la froideur d'un scientifique pervers, Obara notait des observations sur l'efficacité des différentes méthodes de sédation qu'il employait. Des entrées comme « bonne pilule pour dormir, mauvais chloroforme, elle a fini par beaucoup vomir » révélaient son expérimentation continue avec des drogues et des dosages, cherchant toujours à perfectionner sa méthode criminelle. Cette documentation méticuleuse reflétait une mentalité analytique déformée, évaluant les techniques et les résultats comme s'il menait une sorte de sombre recherche. Les agressions s'étendaient fréquemment sur des périodes alarmantes, certains enregistrements duraient jusqu'à 12 heures consécutives. Pour rester actif pendant ces sessions prolongées, on soupçonne qu'il utilisait des stimulants, bien que les registres spécifiques sur sa propre consommation de drogue pendant les attaques restent incomplets. Lorsque les victimes se réveillaient enfin, souvent entre 24 et 48 heures après l'agression initiale, elles se trouvaient dans un état d'extrême désorientation. Les effets secondaires du chloroforme et d'autres drogues incapacitantes provoquaient des nausées sévères, des vomissements, des tremblements et une confusion mentale. Dans ces moments de vulnérabilité, Obara mettait en œuvre la phase finale de son plan, la manipulation psychologique. Avec une conviction apparemment authentique, il expliquait que l'état affaibli de la victime était le résultat d'une consommation excessive d'alcool ou d'une réaction adverse à une substance qu'elle aurait elle-même volontairement ingérée. Dans certains cas, il allait jusqu'à manifester une fausse préoccupation, s'offrant à prendre soin de la femme jusqu'à ce qu'elle récupère. Cette performance de sollicitude composait le tableau final de son élaboré théâtre de tromperie. L'intervalle prolongé d'inconscience, combiné à l'absence de mémoire de ce qui s'était passé et aux symptômes physiques sévères expérimentés pendant la récupération, créait une situation d'extrême vulnérabilité psychologique pour les victimes. Beaucoup remettaient en question leur propre perception et souvenirs, phénomène courant dans les traumatismes sévères. D'autres sentaient intuitivement que quelque chose de terrible s'était produit, mais manquaient de preuves concrètes ou de souvenirs spécifiques pour traiter pleinement l'événement. La sophistication des crimes d'Obara ne se limitait pas aux aspects techniques et documentaires. Il développait également des stratégies délibérées pour sélectionner des victimes qui auraient moins de probabilité de signaler les agressions ou d'être prises au sérieux si elles le faisaient. Les femmes étrangères avec un statut migratoire irrégulier, les professionnels de l'industrie du divertissement pour adultes et les touristes de courte durée constituaient des cibles préférentielles précisément en raison de leur position précaire dans la société japonaise. Lorsqu'occasionnellement une victime surmontait tous ces obstacles et tentait de le dénoncer, Obara comptait sur son statut social privilégié, ses ressources financières substantielles et ses connexions influentes pour neutraliser les accusations. La combinaison de ces facteurs a créé un bouclier d'impunité qui a permis à ces crimes de devenir de plus en plus élaborés et fréquents au fil des ans, élevant sa confiance à des niveaux d'arrogance dangereuse qui contribueraient éventuellement à sa chute. Après la disparition de Lucy Blackman le 1er jour de juillet 2000, son sort est resté un mystère angoissant pendant plus de 7 mois, tandis que sa famille menait une campagne de recherche inlassable. La vérité sur son destin a finalement émergé en février 2001, révélant une séquence d'événements brutaux qui a choqué à la fois le Japon et le Royaume-Uni. Lorsque les autorités japonaises ont démontré une réticence à enquêter sérieusement sur la disparition de Lucy Blackman, sa famille a décidé de prendre des mesures extraordinaires. Tim Blackman, père de Lucy, a transformé son désespoir en une campagne méticuleusement organisée qui finirait par exposer l'un des prédateurs en série les plus prolifiques du Japon moderne. L'indifférence initiale de la police de Tokyo reflétait des préjugés institutionnels profondément enracinés contre les étrangères travaillant comme hôtesses. La suggestion que Lucy avait simplement fui, rejoint un culte démontrait la marginalisation systématique de ces femmes dans le système juridique japonais.
Refusant d'accepter cette indifférence, Tim Blackman a mobilisé des ressources impressionnantes, incluant un financement substantiel du magnate britannique Richard Branson de Virgin, pour établir une opération de recherche privée d'une échelle sans précédent. La campagne a rapidement transcendé les frontières et capté l'attention diplomatique au plus haut niveau. Une coïncidence fortuite, la visite officielle du Premier ministre britannique Tony Blair au Japon durant cette période, a élevé l'affaire à la sphère des relations internationales. Blair, pressé par l'intense couverture médiatique au Royaume-Uni, a directement mentionné la disparition de Lucy dans ses conversations avec le Premier ministre japonais. Cette pression diplomatique a transformé une affaire précédemment négligée en priorité nationale, résultant dans la désignation de 40 détectives exclusivement pour enquêter sur la disparition. L'infrastructure de recherche établie par la famille Blackman incluait une ligne directe anonyme pour les informations, une distribution extensive d'affiches à travers Tokyo, souvent face à la résistance bureaucratique des autorités locales, et l'embauche d'enquêteurs privés avec une connaissance spécifique des complexités culturelles et linguistiques japonaises. Cette approche à multiples facettes a commencé à générer des résultats lorsque, protégés par l'anonymat de la ligne directe, d'autres hôtesses occidentales ont commencé à rapporter des modèles de comportement inquiétamment similaires avec un mystérieux client japonais. Bien que l'homme utilisât des noms différents à chaque occasion, les descriptions physiques étaient cohérentes. Plus significativement, plusieurs femmes ont identifié le même bâtiment au bord de mer où elles avaient été emmenées pour des dons avant de perdre inexplicablement conscience. La cohérence croissante de ces récits a finalement permis aux enquêteurs de trianguler un lieu spécifique et, éventuellement, un suspect, Joji Obara. Une vérification des antécédents a révélé une accusation antérieure de voyeurisme. Obara avait été brièvement détenu en 1998 pour être entré dans des toilettes féminines afin de filmer des femmes sans leur consentement. Cette indication de comportement voyeuriste, bien que traitée avec une relative indifférence à l'époque, apparaissait maintenant sous un jour significativement plus sinistre. En octobre 2000, 3 mois après la disparition de Lucy, la police a finalement arrêté Obara et obtenu des mandats pour une perquisition complète de ses multiples propriétés. Ce que les enquêteurs ont découvert transcendait leurs attentes les plus sombres. L'appartement d'Obara s'est révélé être une archive méticuleusement entretenue de dépravation systématique. Environ 400 cassettes vidéo cataloguées chronologiquement documentaient des agressions sexuelles contre des femmes inconscientes sur près de 3 décennies. Chaque cassette était soigneusement identifiée et organisée, démontrant une précision troublante qui contredisait la nature chaotique généralement associée aux crimes impulsifs. Complétant cette archive visuelle, les enquêteurs ont découvert des journaux détaillés où Obara documentait cliniquement chaque agression. Parmi les entrées, une particulièrement incriminante liée à Carita Ridgey incluait la notation « trop de chloroforme », confirmant par inadvertance sa culpabilité dans sa mort 8 ans auparavant. Des analyses médico-légales d'échantillons de foie préservés de Carita, précédemment mal diagnostiqués comme de l'hépatite, ont révélé des niveaux toxiques de chloroforme, liant définitivement Obara à sa mort. Quant à Lucy Blackman, les enquêteurs ont trouvé des preuves physiques de sa présence dans l'appartement, incluant des mèches de cheveux blonds confirmées ultérieurement comme étant les siennes par analyse ADN. Ils ont également découvert des reçus d'achat hautement suspects effectués peu après sa disparition, une tronçonneuse, des sacs en plastique, du ciment et une tente de camping. L'implication de ces acquisitions était terrifiante, mais le corps de Lucy restait introuvable. Ce n'est qu'en février 2001, 7 mois après sa disparition, que des enquêteurs revisitant des zones proches de l'appartement d'Obara ont fait la macabre découverte. Dans une grotte sur la plage adjacente à sa propriété, partiellement cachée par une baignoire renversée, ils ont trouvé une série de sacs en plastique contenant des restes humains démembrés. Plus profondément enterrés, ils ont découvert une tête aux cheveux rasés, complètement enveloppée dans du béton, un effort apparent pour empêcher l'identification. Malgré ces mesures, des analyses médico-légales ont confirmé que les restes étaient ceux de Lucy Blackman. La méticulosité du crime était évidente, Obara avait utilisé la tente acquise pour réaliser le démembrement, contenant ainsi des preuves qui auraient pu être trouvées dans son appartement. Cette sophistication suggérait une expérience troublante avec ce type d'activité, amenant les enquêteurs à spéculer sur la possibilité de victimes supplémentaires non encore découvertes. Malgré la montagne de preuves rassemblées contre lui, Obara a véhémentement nié toutes les accusations, une attitude extrêmement inhabituelle dans le système judiciaire japonais, où environ 99% des accusés confessent. Son refus d'accepter la culpabilité a initié l'un des processus judiciaires les plus longs et les plus complexes de l'histoire criminelle japonaise moderne. Le système judiciaire du Japon possède des particularités structurelles qui prolongent inévitablement les cas contestés. Contrairement aux systèmes occidentaux avec des procès continus par jury,
les tribunaux japonais programment traditionnellement seulement un jour d'audience par mois pour chaque affaire, avec des panels de juges professionnels, non des jurés profanes, déterminant le verdict. Par conséquent, bien que le procès d'Obara ait techniquement duré seulement 72 jours d'audience effective, celles-ci se sont étendues sur 6 années complètes. Durant cette période prolongée, Obara a employé diverses tactiques dilatoires, incluant des épisodes de comportements perturbateurs comme refuser de quitter sa cellule, se déshabiller pendant les audiences et s'agripper aux installations du tribunal. Plus controversé encore, il a tenté d'exploiter un aspect culturel spécifique du système légal japonais, la pratique du minikin, argent de condoléances, une forme de compensation financière offerte aux familles des victimes qui peut influencer les sentences. Obara a offert à la famille de Lucy environ 840 000 $ comme compensation pour sa mort. Cette offre a créé une division profonde et douloureuse dans la famille Blackman déjà traumatisée. Jane, mère de Lucy, a véhémentement refusé toute compensation, la considérant comme de l'argent du sang et une manœuvre calculée pour obtenir une clémence judiciaire. Cependant, Tim Blackman, son ex-mari, a décidé d'accepter le paiement, une décision qui a généré une condamnation publique significative et l'aliénation d'autres membres de la famille, incluant les frères et sœurs de Lucy. Comme condition pour recevoir la compensation, Tim Blackman a signé une déclaration remettant en question certains aspects du dossier de l'accusation contre Obara, une action que certains croient avoir compromis le processus judiciaire. En avril 2007, après 6 années de procédure, le tribunal a émis un verdict surprenant. Obara a été reconnu coupable de multiples accusations d'agression sexuelle et d'homicide involontaire de Carita Ridgey, mais acquitté du meurtre de Lucy Blackman. Cette décision controversée se fondait sur des technicités légales, bien que le corps de Lucy ait été trouvé près de la propriété d'Obara et que des preuves circonstancielles substantielles le liaient au crime, la décomposition avancée rendait impossible de déterminer scientifiquement la cause exacte de la mort. Sans cette confirmation médico-légale, le tribunal ne pouvait pas établir au-delà d'un doute raisonnable qu'Obara avait directement causé sa mort. De plus, contrairement au cas d'agression filmée, aucun enregistrement de l'attaque contre Lucy n'avait été trouvé. L'acquittement a généré une indignation internationale et de sévères critiques envers le système judiciaire japonais. Le procureur public éminent Takeshi Tsushimoto a publiquement dénoncé la décision, notant que dans d'autres cas japonais, des preuves circonstancielles similaires avaient été suffisantes pour des condamnations pour meurtre. En réponse à la pression publique, le parquet a fait appel de l'acquittement. En 2008, une cour supérieure à Tokyo a partiellement renversé la décision originale, reconnaissant Obara coupable d'enlèvement, d'administration de drogue, d'agression sexuelle et de démembrement du corps de Lucy, bien que techniquement toujours pas de l'acte spécifique qui a causé sa mort. La Cour suprême du Japon a par la suite rejeté le recours d'Obara, maintenant sa sentence de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle seulement après 30 ans d'incarcération. Pour la famille de Lucy, ce dénouement a apporté une validation partielle après des années de lutte inlassable. Jane Blackman a commenté publiquement, « Cela a été une épreuve angoissante non seulement aujourd'hui, mais pendant plus de 8 ans. Nous avons finalement 2 verdicts de culpabilité et une sentence à perpétuité. La vérité et l'honneur ont prévalu, non seulement pour Lucy, mais pour toutes les victimes de crimes sexuels violents. Joji Obara reste actuellement incarcéré dans une prison japonaise. À 71 ans, il continue de purger sa peine de prison à perpétuité. L'affaire a laissé un héritage durable au Japon, catalysant des réformes dans le traitement des crimes sexuels et dans la réponse aux disparitions, particulièrement impliquant des étrangers. Cependant, pour les centaines de victimes non identifiées dont les agressions ont été documentées dans les enregistrements d'Obara, la justice reste incomplète, leurs identités, ainsi que la pleine étendue des crimes de l'un des prédateurs les plus prolifiques du Japon, continuent d'être partiellement enveloppés dans le mystère. Si vous avez trouvé cette histoire importante, laissez votre j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus d'analyses de cas criminels comme celui-ci. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.